On est connecté à l'heure audio. Bonjour, bienvenue. Alors, il est midi et 1. On va commencer la formation d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à notre formation de la GFO portant sur le droit du travail et de l'emploi. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis juriste responsable des projets à la GFO. Premièrement, j'aimerais reconnaître que puisque moi, je suis physiquement à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que cette nation est la gardienne et la défenseur traditionnelle du territoire et on la remercie de son accueil. On reconnaît aussi que la colonisation, le racisme et le suprémacisme blanc ont eu et continuent d'avoir des conséquences néfastes sur les communautés autochtones. On vous invite à prendre un moment aujourd'hui pour songer au territoire où vous vous trouvez, ainsi qu'au peuple qui en est gardien. Nous sommes contents de vous voir ici avec nous aujourd'hui. Je vais vous rappeler que la formation est accréditée par le Barreau de l'Ontario pour 1 heure et 15 minutes de droit de fond. J'aimerais souligner aussi que la formation aujourd'hui est enregistrée et le lien à l'enregistrement sera disponible pour visionner par après. De plus, j'aimerais souligner quelques points d'intendance. Vous avez sûrement remarqué qu'on est en mode réunion Zoom aujourd'hui. On va vous demander de, s'il vous plaît, garder vos micros fermés, à moins que vous ayez une question ou on vous demande de donner une réponse à voix haute. On vous encourage d'ouvrir vos caméras. On est conscient que parfois, ce n'est pas la meilleure situation pour ouvrir nos caméras. Peut-être qu'on dîne, peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans l'arrière-plan, mais si possible, on vous encourage à ouvrir vos caméras. C'est beaucoup plus motivant pour notre présentatrice si elle peut présenter à vos beaux visages. On vous encourage à poser vos questions dans le chat durant la formation. Puis, je pense qu'il y aura une petite période de questions à la fin, donc il y aura un moment pour poser vos questions là aussi. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres de la GFO, on vous encourage à devenir membre en visitant notre site web agfo.ca. Nous sommes choyés d'accueillir une excellente panéliste aujourd'hui, Maître Denise Deschênes. Denise est une avocate qui se concentre sur une variété de questions liées au milieu du travail, notamment des questions liées aux droits de la personne, le congédiement injustifié, la négociation de contrats d'emploi et les enquêtes en milieu de travail. Denise est bilingue, puis elle représente ses clients dans les 2 langues officielles. Elle a représenté ses clients à divers niveaux de cours et de tribunaux, incluant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, la Cour des petites créances, la Cour fédérale et la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Originaire d'une petite ville au nord de l'Ontario, Denise a fait ses études en sciences sociales à Western University et a travaillé en tant que travailleuse sociale à la Société de l'aide à l'enfance avant de poursuivre une carrière en droit. Elle a obtenu son Juris Doctor de l'Université d'Ottawa et a été admise au barreau de l'Ontario en 2019. Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Maître Deschênes et je vous souhaite une bonne formation. Merci beaucoup, Maître Bouchard. Et puis, je vous remercie tous les participants. J'espère que la séance d'aujourd'hui va vous être utile dans votre pratique de tous les jours. Donc, sans tarder, comme vous l'avez constaté, la présentation, c'est sur le congédiement déguisé et des représailles. Alors, vous allez voir que dans l'ordre du jour, en fait, on a mis qu'on va se concentrer sur l'article 50 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, puisque c'est la seule législation, une des seules législations auxquelles je vais me faire référence. Je vais juste y référer par la loi, ou sinon ça va devenir un peu trop compliqué, mon Denise, je ne suis pas sûre si je suis la seule, mais je ne t'entends plus. Non, j'entends encore pas. Moi, je t'entends très bien, Denise. OK, d'abord, c'est bon. Merci, Okay. Félix. Ah, là, je t'entends, Denise. OK, c'est bon. OK, merci. Donc, oui, l'ordre du jour, on va commencer avec la base. Le cadre législatif, comme j'ai mentionné, la loi. On va aussi toucher un peu, bien sûr, sur la loi sur les normes d'emploi. C'est inévitable. Les principes applicables de la common law qui vont toujours, bien sûr, informer comment on répond côté stratégique et puis comment on caractérise les dédommagements. Ensuite, on va sauter dans les méthodes d'intervention. Donc, quoi faire s'il y a représailles au sens de la loi?
On va parler d'une plainte auprès du ministère. Qu'est-ce que ça donne? Des risques et des bénéfices d'alléguer un congédiement déguisé. Et vous allez m'entendre répéter à maintes reprises que c'est une stratégie qui est assez risquée. Donc, faut être certain, quand même assez certain que vous avez une cause d'action qui est forte avant de léguer un congédiement déguisé. Et ensuite, je vais toucher aussi sur les représailles dans le contexte d'un licenciement avec ou sans motif valable. Parce que bien sûr, on peut avoir les représailles qui mènent à une cause d'action de congédiement déguisé. Mais ce qui se passe quand même assez souvent aussi, c'est que le licenciement lui-même peut être entaché de représailles. Alors, c'est important qu'on se tourne l'esprit à cette possibilité-là. Troisième item sur l'agenda, c'est le dédommagement et la caractérisation des dommages-intérêts. Donc, on va toucher sur comment structurer un règlement lorsqu'il y a représailles, puis lorsqu'il y a des causes d'action à la common law qui sont liées à la représailles, aux représailles, pardon, pour s'assurer que la caractérisation est bien faite et puis que nous n'avons pas des problèmes avec l'Agence du Revenu Canada. Et ça, je dis ça en tenant à l'esprit que je ne suis pas experte en droit de l'impôt, mais je peux vous donner les grandes lignes. Et puis B, pour faire certain que nos clients ont le plus d'argent dans leur poche que possible, étant donné ce qu'ils ont vécu. Donc, ça va être l'item numéro 3. Et finalement, j'ai préparé quelques situations de fait qui sont informées par ma pratique et puis par des situations que j'ai fait face dans ma pratique. Et puis, je vais vous demander comment vous pensez approcher la situation et puis en espérant qu'il n'y a pas de surprise de votre part et puis que je me dis pas, ils sont mieux informés que moi. Donc, c'est ça notre ordre du jour. Et puis, à la fin de la présentation, je vous demanderai de réserver vos questions pour la fin. Mais si vous avez quelque chose au fur et à mesure de la présentation, ce que vous vous dites, c'est une question qui s'applique à exactement ce qu'elle dit, n'hésitez pas à me faire signe et puis le mettre dans le chat et puis on pourra en discuter de manière assez organique. Donc, OK. Alors, la base, et puis je l'ai mentionné, pour les représailles, une des bases pour les représailles, c'est l'article 50 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que l'employeur n'a pas le droit de congédier ou de menacer un travailleur qui essaie de mettre en œuvre ses droits sous la loi. Donc, ou d'intimider ou de contraindre un travailleur parce qu'il agit conformément à la loi. Donc, quelqu'un qui exprime une plainte de harcèlement par exemple. L'employeur ne peut pas ensuite discipliner ou mettre en œuvre des mesures disciplinaires contre cette personne parce qu'ils ont rapporté une plainte de harcèlement. Et ça s'applique aussi aux situations qui sont un peu plus pratiques. Donc, quelqu'un qui dit, écoutez, je ne pense pas que l'endroit physique de travail est sain. Je pense que c'est dangereux. Ça, c'est une plainte sous la loi. L'employeur ne peut pas ne peut pas discipliner la personne parce qu'ils ont exprimé que l'environnement de travail n'est pas sécuritaire. Donc, ça, c'est encore une des dispositions législatives qui a rapport
chevauche souvent avec les représailles puis la protection statutaire que nous venons de discuter. Ce sont plusieurs principes sur la common law. Donc, les employeurs ont, entre autres, un devoir de bonne foi. En fait, c'est un devoir qui est réciproque. Les parties ont un devoir d'agir de bonne foi envers les autres et de traitement équitable. Donc, ce devoir s'applique lors de la relation d'emploi et aussi dans la manière et le comportement que posera l'employeur lorsqu'il congédie la personne. Alors, lors du licenciement, lors de la relation d'emploi et aussi même après que la relation d'emploi est terminée. Donc, ça, c'est très important aussi à tenir en compte parce que souvent, on se trompe et puis on pense à ces devoirs de loyauté, de bonne foi, de traitement équitable s'appliquent lors de la relation d'emploi. Ça fait du sens, mais souvent, on oublie que ces devoirs aussi peuvent aussi survivre au-delà de la fin de la relation d'emploi. Et puis, bien sûr, ça, c'est où ce que nous, les juristes, on est inclus. On est souvent inclus lorsque la relation est cessée. Alors, c'est bon de toujours tenir à l'esprit s'il y a un comportement de l'employeur où on se dit, ça, c'est pas ils ont mal mené le licenciement ou, par exemple, on essaie de contraindre la personne à accepter une offre de règlement en échange pour une quittance. Ça peut être des indices de mauvaise foi au-delà de la fin de la relation d'emploi. Donc, c'est ça notre cadre législatif, notre cadre, l'encadrement, le common law, qu'il faut toujours tenir à l'esprit lorsqu'on fait affaire avec, honnêtement, n'importe quel dossier de droit de l'emploi et puis de droit du travail, ou de droit du travail, pardon. Et juste en passant, parce que j'ai souvent cette question, droit de l'emploi, c'est dans le contexte non syndiqué, puis droit du travail, c'est dans le contexte syndiqué où on a une convention collective. Et puis, c'est ça, le contrat d'emploi, c'est la convention collective qui gère la relation entre l'employeur et l'employé et le syndicat, pardon. Alors, plainte auprès du ministère du Travail, c'est une option. Si vous avez un client qui vous vient avec une situation de fait qui atteint le seuil d'une représailles au sens de l'article 50, le ministère a une très, très, très longue latitude. Ils ont beaucoup, beaucoup de pouvoir pour faire respecter la loi. Et puis, ils ont beaucoup de pouvoir aussi, une fois qu'ils ont rentré dans le lieu de travail ou qu'ils ont émis une ordonnance, de faire respecter cette ordonnance. Alors, oui, vous avez bien entendu, le ministère peut entrer et inspecter le lieu de travail. Alors, si vous avez un employeur qui vous vient et puis qui vous dit oh, le ministère est rentré, puis je pense que c'est une recherche qui est non fondée. Il faut regarder, il faut se pencher sur cet article, l'article 54, qui nous énumère la liste de pouvoirs du ministère. Ils peuvent pénétrer les lieux sans mandat ou avis. Donc, c'est une très, très grande latitude. Peuvent exiger des entrevues, émettre des ordonnances. Si vous regardez dans la loi, à l'article 54, la liste est très longue. Très longue. Je pense qu'on a presque passé à travers de tout l'alphabet en énumérant la liste des pouvoirs. Donc, important à se pencher sur cela. Si vous représentez un employeur qui se trouve dans cette situation où quelqu'un a porté plainte,
selon la loi et puis ils se demandent quels sont leurs droits, leurs obligations, quels sont les pouvoirs du ministère. C'est ça votre point de départ, l'article 54. Le directeur peut jusqu'à rechercher une injonction auprès de la Cour pour faire respecter la loi. Donc, c'est eux qui peuvent agir au nom en vertu de cette loi pour se présenter à la Cour comme genre une partie pour faire contraindre l'employeur à respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail. Alors, c'est encore, et puis je le répète, les pouvoirs sont très étendus. Bien sûr, il y a certaines limites, mais c'est mon point de départ lorsque je représente les employeurs. C'est toujours de me rafraîchir la mémoire sur cet article parce que les pouvoirs sont très, très nombreux. Donc, ce sont les méthodes d'intervention et puis la première méthode, soit la plainte au ministère, c'est plutôt dans les situations urgentes où il y a une menace qui est quand même assez urgente aux employés où on veut avoir des mesures qui sont prises assez rapidement pour protéger les droits des employés. La majorité du temps, mais au moins dans ma pratique, les enjeux de sécurité au travail ne sont pas urgents au point où il faut aller tout de suite dans le lieu de travail et remédier quelque chose. Alors, avant de déposer une plainte au ministère, on veut considérer la stratégie globale du dossier. Et ça m'emporte au point que je vais discuter dans quelques diapos de comment structurer la meilleure stratégie. Et puis ici, je parle côté employé, si vous représentez l'employé, pour ne pas juste déposer des plaintes partout et puis avoir multiples procès qui se passent en parallèle. Donc, ça, je laisse ça de côté pour tout de suite, mais on va y revenir. Dans la même veine des pouvoirs qui sont conférés au ministère, les conséquences sont également sérieuses. Les peines pour ne pas respecter la loi sont assez signifiantes. Vous allez voir qu'il y a même une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus. Et puis, si c'est une personne morale, donc une société qui est reconnue coupable d'une infraction, l'amende maximale est, vous allez voir, très, très élevée. Donc, et des fois, ça arrive où nous avons un employeur qui ne saisit pas exactement la magnitude de leurs obligations sur la loi, c'est toujours bien de simplement dire, mais moi, je plaide que c'est une obligation de signaler au client, voici les peines si vous ne vous conformez pas à la loi. Alors, là, on va bouger un peu plus vers la common law et puis quand alléguer des représailles dans le cadre d'un congédiement déguisé. Donc, congédiement déguisé, moi, même quand que j'ai des dossiers qui sont anglophones, je réfère toujours à un congédiement déguisé avec la traduction littérale en français parce que je trouve qu'en français, c'est beaucoup plus clair qu'en anglais. En anglais, constructive dismissal, c'est un peu mélangeant. En français, c'est exactement qu'est-ce que ça dit. C'est une manière de pousser, puis de pousser l'employé où l'employé se sent comme il n'y a plus une relation d'employé. Il y a un prix dans le contrat
qui fait en sorte qu'ils n'ont plus d'emploi avec l'employeur. Alors, c'est un test qui provient de l'arrêt Potter. C'est un test à 2 volets. Donc, le premier élément, c'est qu'il doit avoir une violation à une condition expresse ou tacite du contrat. Et puis, cette violation doit être assez grave que ça constitue un congédiement déguisé. Donc, express ou tacite, ça peut dire dans le contrat d'emploi lui-même, le contrat écrit, on peut avoir une violation. Donc, exemple, violation à la clause de rémunération où on diminue la rémunération de manière substantielle, ou ça peut être une violation d'un droit qui est protégé selon la common law, comme le droit de traitement équitable et de bonne foi que nous avons discuté auparavant. Le premier volet exige que la violation soit de nature objective et puis qu'une personne raisonnable estimera que la violation est assez signifiante. Donc, on se met dans les souliers de la personne raisonnable. Si on demande une fois que l'employé travaille pendant son heure du lunch, est-ce que c'est assez signifiant pour constituer une violation à une condition expresse ou tacite du contrat? Non. Si on change les conditions où on dit la personne là, doit travailler 6 jours par semaine au lieu de 5, là, ça change l'histoire. Donc, ça, c'est le premier volet qui est de nature objective. Deuxième volet, c'est un acte unilatéral de l'employeur qui modifie substantiellement le contrat de travail ou qui rend la continuation de l'emploi intolérable. Alors, ici, c'est vraiment où on rentre dans les détails des situations comme de représailles, des situations de toxicité au sein de l'emploi, au sein de l'environnement de travail, qui font en sorte que l'employé ça va plus, la personne se fait harceler au travail, ça l'arrête pas, c'est intolérable. Donc, ça peut être des circonstances qui vont satisfaire le deuxième élément du test. Donc, j'avais déjà commencé un peu des exemples de situations de fait qui peuvent mener à un congédiement déguisé. Et puis, ils sont nombreux. C'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment être, avant qu'on allègue un congédiement déguisé, il faut être très certain que c'est en fait ça qui a lieu. Parce que la conséquence et la défense inévitable de l'employeur, ça va être que la personne a abandonné son poste. Et puis là, dans cette situation, si l'employé a abandonné son poste, ils n'ont pas d'indemnité de licenciement. Donc, et ils n'ont plus d'emploi. Donc, c'est assez sérieux. Faut être très certain. Et puis, même dans les situations où nous ne sommes pas complètement certains que le test va être satisfait, c'est à mon avis, c'est notre obligation comme juriste de faire savoir à nos clients, voici la défense qui va être présentée au nom de l'employeur. Ça, c'est inévitable. Au moins, c'est inévitable qu'ils vont dire que vous avez abandonné. Et voici les conséquences. Voici qu'est-ce qui va se passer alors qu'on tente de négocier un règlement à l'amiable. L'employeur ne va pas rien verser parce qu'ils vont prendre la position qu'il n'y a pas eu de licenciement et puis que l'employé a simplement abandonné leur poste et puis qu'ils n'ont aucune obligation même de verser leur montant minimum sous la loi sur les normes d'emploi. Alors, ce n'est pas une décision que nos clients et que nous, comme leurs juristes, devraient prendre comme
ça devrait être une décision qui est bien songée. Et puis, multiples discussions avant de prendre la position et d'assumer un congédiement déguisé parce que les risques sont trop significants. Alors, dans cette même veine, j'ai inclus quelques jurisprudences où la Cour a déterminé qu'il y avait eu congédiement déguisé. Et puis, vous allez les voir sur mon diapo. Je vais passer à travers de la plupart des jurisprudences. Et puis, j'ai mis les citations aussi sur les diapos pour faciliter la référence si jamais vous y avez besoin dans votre pratique. Donc, premier exemple, des rétroactions ou des évaluations de rendement qui sont négatives ou non justifiées. Malheureusement, ça arrive assez souvent et puis ça arrive assez souvent dans le contexte d'une personne qui a assumé ses droits sous la loi sur la sécurité. Donc, la personne avait toujours des bonnes rétroactions, c'est toujours un employé modèle, une employée modèle. Et puis, tout à coup, après qu'ils ont soit appuyé la plainte d'harcèlement d'un collègue ou qu'ils, eux, ont porté plainte, là, il y a des problèmes de rendement. Donc, c'est essentiellement ça qui s'est passé. Un peu différent qu'est-ce qui s'est passé dans le retour contre Little. Ça, c'était une situation que j'ai trouvé que les juristes dans cette conférence seront assez intéressés parce que ça a affaire avec des juristes. Donc, ici, dans cette jurisprudence, il y avait 4 avocats qui étaient impliqués avec un cabinet juridique, qui travaillaient au sein du cabinet juridique pendant très longtemps. Ils se sont fait inviter pour devenir associés, joindre le partenariat. L'associé principal transmet une copie de l'entente de partenariat. Bien sûr, les avocats ont des changements à y apporter, ils ont des questions, ils veulent mieux comprendre. Et lorsque les avocats signalent leur crainte avec l'entente, là, l'avocat principal, et puis, excusez-moi, je vais utiliser mon français du Nord de l'Ontario, mais il pique une crise. Donc, l'avocat principal fait une grosse crise, il est furieux, il accuse les avocats d'être de manque de loyauté. Il commence à être abusif. La prochaine journée, envers un des avocats, il commence à dire à d'autres personnes, d'autres adjoints, ce sont des traders et puis essentiellement, il commence à être abusif et les harceler. Les avocats quittent le cabinet, ils forment leur propre cabinet. En faisant ainsi, ils ont suivi les règles avec les clients existants, leur disant voici leurs options, vous pouvez demeurer avec cabinet A, venir avec nous au cabinet B ou trouver votre propre cabinet, votre propre juriste. Donc, aucun problème ici avec d'induire les clients ou rien de même. La majorité des clients qui étaient originaires au cabinet A ont décidé de suivre les associés chez leur nouveau cabinet. L'associé principal n'est pas content. Il intente un litige contre les associés du cabinet B en disant qu'ils ont induit la majorité de leurs clients. Et puis, c'est dans le cadre de ce litige où certains des associés, pas tous les 4, mais certains, ont ensuite soulevé le fait que, écoutez, voici qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Monsieur, Madame la juge, voici toute l'histoire. Nous, on s'est considérés comme étant congédiés de manière déguisée après que
cet avocat principal nous a traités de manière tellement abusive. Et puis, la Cour est d'accord. La Cour indique essentiellement, les avocats au cabinet B ont tout suivi. C'était raisonnable qu'ils puissent se considérer comme étant licenciés après le comportement de l'associé principal. Ce n'était pas acceptable, spécialement parce que certains avocats avaient été avec le cabinet A pendant une très longue durée. Ils avaient toujours eu une relation de travail qui était respectueuse. C'était complètement un choc. Donc, c'était tous les faits globalement où ce que la Cour a dit, les propos diffamatoires après que la personne a piqué sa crise, le fait d'avoir fait une crise, le fait d'avoir traité les associés de manière tellement cruelle après qu'ils avaient travaillé pendant longtemps, tout ça, une personne raisonnable se trouverait dans les situations où il pourrait se dire, oui, le contrat d'emploi a été résilié après ce comportement-là. Donc, un bon exemple aussi d'obligation de bonne foi et de traitement équitable lors de la relation d'emploi et aussi après. Moi, je me souviens pas si que les associés les avocats avaient allégué que le fait d'intenter un litige en soi, ça c'était de la mauvaise foi. Je serais surprise s'ils ne l'ont pas allégué, mais quant à moi, c'est assez clair que c'est un litige qui a été intenté qui a été entaché de mauvaise foi. Cas similaire, Moreland contre Kenmara Inc., où il y avait un comportement inapproprié ou abusif au lieu de travail. Ici, l'employée, elle travaillait elle avait une rémunération qui constituait un salaire de base et aussi des commissions. Elle a indiqué à la société pour laquelle elle travaillait que, écoutez, je pense pas que mon taux de commission est calculé de manière appropriée. Je pense qu'il y a une erreur. Je pense qu'il faut combler cette lacune. Et puis, ensuite, après qu'elle a essayé d'assumer son droit de se faire rémunérer de manière appropriée, la gestion l'ont essentiellement, ils ont appelé des mauvais noms, ils ont dit des choses comme I own this company, you do what I say, who do you think you are? Ils sont devenus très hostiles et puis très, très cruels envers elle. À un point actuellement, il y a eu une instance où un membre de la gestion ont forcément restreint l'employé dans un bureau simplement pour lui crier après la tête. Donc, c'était quand même assez sérieux. Et puis, c'est une situation assez claire de mauvaise foi et puis aussi de représailles pour essayer de se protéger et puis de se faire rémunérer de manière juste. Donc, ce sont des exemples qui sont assez clairs où il y a eu un manquement de civilité, de respect, de dignité. Mais, d'après moi, qu'est-ce qui est un peu plus intéressant, qui a un peu plus de nuances, c'est les situations où on déborde l'employé de travail. Donc, on pense toujours au congédiement déguisé comme étant des circonstances où on enlève quelque chose. Donc, on enlève une rémunération, une tâche importante et fondatrice au sein de la position où on enlève le droit de travailler dans un environnement sain. Mais un congédiement déguisé peut aussi avoir lieu où on en met trop sur l'assiette de l'employé au point où ça devient intolérable. Donc, c'est ça qui s'est passé dans l'affaire de Mosso contre Peripheral Solutions, où essentiellement, on avait un employé à très, très long terme
qu'il y avait une charge de travail qui continuait à s'augmenter. Et puis, c'est devenu au point où c'était impossible. Et puis, l'employé avait indiqué à plusieurs reprises aux membres de la gestion que ce n'était pas une charge de travail qui était raisonnable ou même faisable. Et puis, il a allégué congédiement déguisé et la Cour était d'accord. En citant une autre jurisprudence qui était assez similaire dans Damaso, Damaso a cité une jurisprudence appelée Hilton Norum Pac. Et puis, cette jurisprudence-là avait un peu la même saveur. C'était une situation où l'employeur avait exigé que la personne travaille pendant 3 heures supplémentaires par semaine, sans rémunération additionnelle. Donc, ça, c'est important à savoir. Sans rémunération supplémentaire, c'était juste du travail gratis. Donc, la Cour avait dit ça, c'était un congédiement. Ça, c'est un congédiement déguisé. Et puis, la Cour était très insultée parce que dans Hilton, tout comme Damaso, l'employé était de longue durée, avait toujours été fidèle à l'employeur, avait toujours été loyal. Et puis, la Cour a dit que c'était particulièrement insultant que l'employeur aurait traité une personne de longue durée et un employé modèle comme ça, parce que la personne avait dédié tellement d'années de sa vie à l'employeur. Alors, ça, c'est pour retourner à mon point antérieur, les situations de surcharge de travail, je trouve, sont intéressantes parce que spécialement dans cette nouvelle réalité de les gens travaillent de la maison et puis parfois les employeurs ne savent pas exactement comment occuper son leur préposé parce qu'on ne se voit pas. Donc, si vous êtes avocat pour l'employeur, pour le côté patrimoine, c'est bon à juste tenir à l'esprit que si vous avez un préposé qui se plaint de trop de travail, il faut prendre la plainte au sérieux. Il faut vraiment faire l'effort d'obtenir les détails puis de voir si c'est réellement une situation qui est de surcharge ou c'est intolérable parce que ça peut mener à un congédiement déguisé. Et puis, j'ai plaidé des situations de même et puis on a eu gain de cause. Donc, c'est un risque qui est réel pour les employeurs aussi pour protéger leur société également. Et aussi, bien sûr, pour les employés qui souvent viennent nous voir lorsque la surcharge a malheureusement eu des impacts de santé. Donc, souvent, par le temps que les employés viennent me voir, c'est parce que, mais dans un cas, j'avais eu un employé qui a eu une crise de cœur. Donc, c'était objectivement trop tard, mais de côté santé physique. Mais toujours bien de rappeler à nos clients qui sont employés, écoutez, si vous avez des symptômes physiques, parce que votre charge de travail, allez voir votre médecin, voir si vous devriez être sur un congé de maladie. Et puis B, d'avoir une discussion qui est franche avec la personne, de dire est-ce que vous pensez que c'est raisonnable que vous avez de l'insomnie, vous avez ce stress, de l'angoisse, des maux de tête, quoi que ce soit, parce que votre emploi. Donc, ça peut être une discussion très difficile à avoir avec nos clients qui veulent souvent juste continuer à foncer puis travailler, mais c'est nécessaire. OK. Donc, j'ai un peu touché sur le fait que d'alléguer un congédiement déguisé, c'est risqué. On sait que c'est un seuil qui est difficile à atteindre. J'ai un peu touché sur quoi faire si le client a des enjeux de santé. Si le client a des enjeux de santé, ça devient la priorité pour préserver l'accès aux bénéfices. L'accès
à l'IDL ou à l'assurance invalidité de courte ou de longue durée avec l'assureur. La première chose qu'on fait lorsqu'un client vient nous voir, puis ils nous disent qu'ils ont des enjeux de santé, c'est après votre appel avec moi, je veux que vous allez voir votre médecin. Je veux que vous allez voir votre médecin, leur demander si d'après eux, d'après leur jugement professionnel, vous êtes dans une position pour travailler. Ça, c'est la question importante. Essayante à demander. Si la réponse est non, là, on va dire à notre client, assurez-vous que vous avez un billet médical qui dit cette personne est, j'aime pas le mot invalide, mais c'est ça qu'on emploie, cette personne n'est pas capable de travailler, n'est pas apte au travail depuis X date. On veut que la date, ça soit assez précis que possible parce que bien qu'on peut réclamer l'assurance d'invalidité à courte ou longue durée pendant la période de préavis raisonnable, c'est beaucoup plus facile de le faire pendant notre période de préavis statutaire sous la loi sur la norme d'emploi parce que ça, c'est une obligation qui est législative comparée à la demande pendant la période de préavis raisonnable. On peut le faire. Et puis, il y a de la jurisprudence qui est assez forte à cet effet, mais c'est plus facile de le faire lors de la période de licenciement. Alors, si jamais vous avez un assureur qui vous dit ou un employeur qui vous dit « Ah, mais on ne peut pas procéder avec la demande d'invalidité de votre client parce que cette personne s'est fait licencier le 5 octobre et puis le billet médical est en date du 6 octobre, là, vous allez répondre à l'employeur, mais c'est votre obligation de maintenir tous les aspects de rémunération pendant au moins la période statutaire sous la loi sur les normes d'emploi. Donc, ça, c'est une réponse qu'on a souvent des employeurs ou des assureurs, et puis ils ont tort quand ils vous disent ça. Donc, faire attention. Devoir de limiter les pertes et de demeurer chez l'employeur, juste dans des cas où nous n'avons pas d'enjeux de santé. Parfois, la réponse de l'employeur, c'est « OK, si vous alléguez congédiement déguisé, là, vous devez encore demeurer à notre emploi pendant la période de préavis raisonnable pour limiter vos pertes. » Et puis, c'est encore une analyse qui se fait selon les faits de l'affaire. Et puis, on veut essentiellement faire l'analyse de est-ce que ça serait insultant, intolérable, presque impossible de demeurer à cet emploi pour limiter les pertes. Et souvent, la réponse, c'est que si on a eu assez de faits sous-jacents pour appuyer une demande de préavis raisonnable, ça veut dire que c'est intolérable. Une demande de congédiement déguisé, ça veut dire que c'est intolérable. Là, je manque presque de temps. OK. Denise, ça finit à 13h30. Fait que tu as quand même 45 minutes. Yes. Oh, OK, parfait. Je te pour comme sauter quelques diapos, mais OK. OK. L'autre aspect stratégique, c'est parfois si on n'a pas assez de faits qui justifient un congédiement déguisé ou si vous avez un client qui n'aime pas prendre trop de risques, il y a certaines circonstances où ça vaut la peine d'attendre que l'employeur fait juste licencier l'employé. Ça, c'est difficile à vous donner des exemples comme concrets parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais j'ai eu quelques circonstances où c'était clair que l'employeur était pour licencier la personne. Et puis là, dans ce cas-là, l'avis juridique qu'on devrait donner à nos clients, c'est attendez simplement que vous vous faites licencier parce que ça nous débarrasse de notre seuil
pour atteindre un congédiement déguisé. Autrement dit, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de simplement dire la personne s'est faite licencier, voici l'autre question litige, quelles sont leurs indemnités de licenciement, qu'ajouter une question litige qui complique les choses. Alors, toujours mieux de se faire licencier. Et puis, en anglais, je dis à mes clients, let them do the dirty work, and then we can talk money after. Et puis ça semble résonner avec les clients. Et c'est beaucoup moins risqué parce que, encore, comme j'ai mentionné, on se débarrasse de falloir démontrer la cause d'action de congédiement déguisé qui est c'est quand même assez c'est un défi. Donc, je veux ensuite parler un peu des licenciements comme normal, comme sans motif ou avec motif valable, lorsqu'ils sont entachés de représailles. Alors, l'exemple qui se présente quand même assez souvent, c'est la situation où quelqu'un se plaint d'une question de sécurité au travail et puis ensuite ils se font licencier. Là, les faits-là nous font en sorte que la personne peut argumenter que le licenciement est entaché de représailles. C'est du cas par cas. Il faut examiner chaque situation, mais j'ai plusieurs dossiers où soit la personne a appuyé une plainte d'harcèlement, et puis j'utilise la plainte d'harcèlement parce que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc, on peut avoir un employé qui appuie une plainte d'harcèlement d'un collègue, et puis peu après, ils se font licencier. Ou j'ai des situations où quelqu'un dit, OK, je pense pas actuellement que la manière que cette gestionnaire traite cette personne est appropriée. Je trouve que c'est un peu abusif, je trouve que c'est pas correct, et puis que cette personne se fait licencier. Ça, malheureusement, ça arrive souvent. Donc, lorsqu'on a n'importe quel type de licenciement qui est entaché de représailles, ça ouvre la porte à d'autres causes d'action, et puis aussi à divers types de dédommagements qui ont beaucoup plus de valeur que des indemnités de licenciement, comme le préavis raisonnable et puis les montants statutaires sous la LNE, la loi sur les normes d'emploi. Les types de dédommagement ou de causes d'action sont, les types de dédommagement qu'on peut rechercher pour la mauvaise foi, donc pour la violation de traitement équitable ou de bonne foi envers l'employé, inclut des dommages-intérêts d'ordre généraux. Si on viole la loi, soit la LNE, la loi sur la santé et sécurité au travail, et puis entre autres, la LNE contient aussi des dispositions qui sont utiles pour représailles, et puis pour représailles si la personne essaie d'assumer ses droits sur la LNE. Donc, un exemple de ça serait si la personne indique, si votre client indique, oh, ils m'ont retenu 50% de ma cote de paie parce que j'ai été lunchée, puis ils ont dit qu'ils vont retenir l'argent de ma cote de paie parce que c'est leur remboursement. Ça, c'est illégal sur la LNE. Donc, ça peut mener à des dédommagements d'ordre punitif. Donc, une violation de la LNE ou de la loi, la législation. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais un independent actionable wrong. Et puis, ça donne voie à des dommages-intérêts d'ordre punitif. Donc, dommages-intérêts généraux et punitifs, il n'y a pas d'imposition. Donc, c'est exactement, si on réclame 20 000,
la personne a 20 000 dans leur poche. Alors, ça s'applique à des situations où l'employeur a licencié la personne avec mauvaise foi ou c'était une représailles parce que la personne a déposé une plainte. Et puis, on peut démontrer que l'employeur a violé son obligation de bonne foi, de traitement équitable, de civilité, etc. Ça veut dire pas de ticket, pas de fiche d'imposition, pas d'imposition. Alors, juste côté pratique, lorsqu'on rédige les ententes de règlement et puis la personne a un chef de dédommagement qui est des dommages d'intérêt généraux ou punitifs, on veut indiquer clairement dans l'entente de règlement la personne a allégué violation de traitement équitable. En raison de cette allégation, on se fait verser X montant. Il n'y aura aucun ticket, aucune fiche d'imposition émise. Moi, j'aime être très, très, très spécifique avec le libellé de les ententes de règlement et aussi des contre-offres et des offres pour rendre clair si jamais il y a une révision de la part de l'ARC pour rendre clair, voici le fondement pour le dédommagement. Parce qu'on veut expliquer, écoutez, ce n'est pas une situation où la personne avait simplement une cause d'action de préavis raisonnable et puis on a décidé de tout traiter comme dommages d'intérêt généraux. Ça serait de la fraude. On veut expliquer clairement d'où proviennent les dommages d'intérêt généraux et puis pourquoi la personne ne s'est pas fait imposer sur ces montants. Dans la même veine, il y a un article de journal qui est sorti récemment qui tentait qui avait indiqué essentiellement que les membres du barreau au droit de l'emploi, c'était un dirty little secret qu'on traitait certaines sommes comme étant des dommages d'intérêt généraux et puis qu'on peut essentiellement s'amuser avec la caractérisation des dédommagements. C'est faux. C'est absolument ce n'est pas c'est illégal actuellement de traiter des montants de préavis raisonnables comme étant des dommages d'intérêt généraux si nous n'avons pas une cause d'action qui justifie ces sommes. Donc, il faut faire attention avec cela et puis certainement ne pas traiter une somme salariale comme étant quelque chose autre qu'une somme salariale. Donc, les types de dédommagements généraux punitifs, encore, c'est différent qu'une somme salariale comme les montants sous la LNE ou comme les montants de préavis raisonnable, parce que ça, c'est traité avec toutes les déductions à la source. C'est imposé comme un salaire. Et puis, et puis ça, c'est la manière que toutes les sommes salariales devraient être traitées. Donc, là, je me rends compte qu'il y a 8 questions dans le chat et puis je suis désolée parce que je viens tout juste de me rendre compte des questions. OK. Laurie Dubé, est-ce que le ministère est fédéral? Non. C'est une législation qui est provinciale. Alors, le ministère provincial. Oh, et puis je vois que Maître Bouchard a répondu à la question. Merci. Et Maître Dubé encore, oui, nous avons discuté du fait que les plaintes peuvent être de sous-charge du travail. Oui. Donc, souvent, parfois, les plaintes de congédiement déguisé peuvent avoir leur fondement dans une sous-charge. Donc, on enlève les fonctions de quelqu'un, on enlève des responsabilités, des tâches qui sont importantes. L'aspect sous-jacent de cette cause d'action, c'est qu'on modifie on modifie le contrat d'emploi.
Alors, j'ai, par exemple, des clients qui, et encore mon Français du Nord va sortir, mais des truckers qui ont certaines routes. Donc, j'ai un client où il avait 3 routes et puis c'était, disons, North Bay à Ottawa, North Bay à Cap, North Bay à Sudbury et puis on enlève North Bay à Cap. Ça, c'est une modification qui est substantielle au contrat parce que ça formait un tiers de son travail, de son boulot, et puis on vient de changer l'étendue de son poste. Dans la même veine, le fait d'enlever des fonctions, ça constitue une représaille dans certains contextes. Alors, par exemple, nous avons un préposé qui a 3 équipes, qui gère 3 équipes, et puis ensuite, la personne appuie une plainte d'harcèlement, pour revenir à mon exemple fameux, et puis là, on enlève 2 des 3 équipes ou une des 3 équipes. Ça peut constituer un congédiement déguisé selon certaines circonstances. Pour le trucker, même si les routes n'étaient pas spécifiées dans son contrat, seulement c'était sa routine depuis 3 ans. Alors, le contrat c'est une excellente question parce que faut se souvenir que le contrat d'emploi peut être écrit ou ça peut être des obligations qui sont implicites. Ça peut être des obligations qui se sont formées au fur des années. Et puis, dans cette circonstance-là, si, disons, notre trucker, et puis Maître Bouchard va rire de moi parce que je continue à parler mon français du Nord. Si, disons, cette personne, ça fait, comme vous l'avez dit, la participante, si cette personne, ça fait depuis 3 ans qu'ils font les 3 routes, ça, c'est un changement qui peut faire en sorte que le contrat d'emploi auquel qu'ils ont initialement signé n'a plus force de droit. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le Change Substratum Doctrine. C'est lorsqu'on y met, on ajoute au contrat sans rémunération additionnelle qui fait en sorte que le contrat original n'a plus force de droit. Donc, pour répondre à votre question, c'est oui. Oh. OK. Donc, là, je vous laisse parler, mes participants. On va faire 3 situations de fait. OK. Et puis, j'aimerais entendre de vous, et puis on pourra peut-être avoir une discussion qui est ouverte au sujet des situations, et puis qu'est-ce qu'on ferait. Première situation de fait, un employé dépose une plainte d'harcèlement. La gestion estime qu'elle est frivole. La gestion avait toujours le plan de licencier cet individu, la personne qui a déposé la plainte, pour des raisons de restructuration. Vous êtes l'avocat, le juriste pour l'employeur. Comment approcher cette situation? Vous pouvez Alors, soit utiliser, juste enlever votre micro ou utiliser le lever la main, ou si vous êtes gêné, vous pouvez utiliser le chat. Ça fonctionne. Petite question, Denise. Est-ce que le licenciement a déjà été est-ce que la personne a déjà été congédiée, ou c'est un peu comme l'employeur est venu te voir, puis là, il te dit cette information-là, puis il est comme, comment est-ce que je continue, genre? oui, l'employeur vient vous voir parce que ils sont intelligents, ils viennent vous voir avant de prendre une décision, et puis ils vous disent, je veux licencier cette personne. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, cette personne a déposé une plainte d'harcèlement. C'est frivole, d'après nous. On était toujours pour licencier cette personne, mais on veut savoir comment approcher la situation avant de prendre notre décision.
Sylvie dit dans le chat, il faut faire une enquête. OK. Mais quoi faire avec la personne lors de l'enquête? Et habituellement, c'est changer de département probablement ou mis en congé. C'est quoi le nom déjà? Un congé. Sens administratif? Oui, administratif, merci. Oui, ce sont les deux des bonnes idées. Le fait de changer de département, ça, c'est une bonne solution au sein d'un employeur qui est un peu, qui a une grande organisation. J'aime cette idée si le fait de changer de département, ça ferait en sorte que la partie plaignante est séparée de la partie intimée. C'est une bonne solution. Votre deuxième proposition de mettre en congé administratif, ça aussi, c'est une bonne idée lorsqu'on a un employeur ou une société qui est plus petite. Et ça arrive souvent aussi. Mais les deux, ce sont des bonnes options dépendamment des circonstances. Mais vous avez raison, faut se pencher dans les allégations, faut mener une enquête. Même si l'employeur estime qu'elle est frivole, faut encore faire nos recherches avant de prendre la décision. Oui, maître Dubé. Si c'est une très grande entreprise et la personne est mise en congé administratif, même si elle aurait pu être relocalisée, mais comme ils veulent vraiment la renvoyer, ils la laissent en congé administratif, par exemple. Est-ce que ça peut représenter de la mauvaise foi parce qu'il y avait la possibilité de changer le département, par exemple? Ou c'est seulement comme de l'ostracisation qui permettrait, si on veut, la personne de démissionner en attendant ou c'est comme un retrait forcé, si on veut. Et puis, je vais vous donner la réponse qui frustre tous nos clients. Ça dépend. Ça dépend si quel type de congé administratif. Donc, est-ce un congé sans solde, avec solde? Souvent, la réponse pour faire attention, c'est de mettre la personne en congé avec solde. Parce que là, si l'employé ou la partie intimée a une mauvaise foi, on peut dire quelles sont les pertes. Vous étiez en congé avec solde. Mais si on fait juste renvoyer la personne après la plainte, là, on entre dans le territoire de mauvaise foi. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Denise? Qu'est-ce que... Mais, Maître Camiré, dans cette situation où j'ai eu un employeur, qui était petit, c'est une petite communauté. C'était en fait une directrice générale de la société. La personne a été mise en congé avec solde alors que l'enquête était menée. Et puis, là, de cette manière, on protège l'employeur d'une plainte de mauvaise foi ou de représailles. On mène toujours l'enquête que l'employeur a une obligation légale de mener. Donc, souvenez-vous, l'employeur a une obligation de répondre à des plaintes d'harcèlement. Donc, on satisfait à toutes les obligations légales tout en ne nous exposant pas à d'autres plaintes, une plainte de mauvaise foi, une plainte de représailles, etc. Dans des situations où nous avons une société qui est plus grande, parfois ça fait du sens de simplement transférer la personne à un différent département. Et puis l'objectif, c'est vraiment de séparer la partie intimée de la partie plaignante. Et puis si ça se fait pas, là, on se tourne à l'esprit, est-ce qu'on examine un congé, une suspension? Oui, Maître Dubé. Est-ce que ça peut arriver que des enquêtes soient mal faites et qu'il y ait comme une plainte qui s'ensuive pour prouver qu'il y a des faits qui ont été
tassés ou des éléments qui n'ont pas été considérés malgré qu'ils ont été mentionnés. Est-ce que ça arrive souvent que à la suite de, mettons, une plainte de harcèlement, il y a un congé administratif, il y a l'enquête qui s'ensuit et l'enquête résulte qu'il n'y avait pas de harcèlement, mais au final, c'est parce qu'il y a beaucoup de faits qui ont été non considérés, qui fait que ça résulte en une situation de non-harcèlement, mais qui serait au final peut-être du harcèlement si les faits avaient été tous considérés. Qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a une deuxième plainte ou c'est quoi les... Alors, la réparation, c'est de faire radier la conclusion du rapport. Donc, qu'est-ce qui arrive assez souvent, c'est que la partie soit intimée ou plaignante n'a pas l'occasion de présenter leur version des faits, donc ils ne sont pas invités à l'entrevue. Ou j'ai plusieurs situations au sein du secteur fédéral public où la personne arrive à l'entrevue et puis c'est comme une ambush. On n'a pas actuellement particularisé les allégations qui fait en sorte que la personne n'était pas préparée, ne savait même pas les allégations à rencontrer. Et puis là, dans cette situation, la réparation, c'est de faire radier les conclusions d'enquête pour faire en sorte que les conséquences de l'enquête n'ont pas force de droit. Faut se souvenir que comme partie, les parties n'ont pas le droit au rapport d'enquête complet. Les parties ont droit aux conclusions d'enquête. Ils ont toutes les protections d'équité procédurale qui s'appliquent, comme le droit de se faire entendre, le droit de participer à l'enquête, le droit de savoir exactement quelles allégations sont contre eux, mais ils n'ont pas le droit de recevoir une copie du rapport d'enquête lui-même, seulement les conclusions et les recommandations d'enquête. Et pour radier, comment ça fonctionne? Il faut faire affaire avec un avocat, c'est avec le ministère du Travail qu'on parlait au départ ou c'est... Donc, la réponse la plus typique, c'est de faire une demande de révision judiciaire qui est assez coûteuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? Qu'est-ce que je fais souvent? C'est que chaque fois qu'une obligation d'équité procédurale est brimée, c'est très important de clairement indiquer au dossier, d'écrire une lettre qui dit Madame une telle s'est fait présenter avec une lettre de mandat d'enquête. La lettre de mandat d'enquête ne contient pas les détails d'allégations. Elle n'est pas en mesure de répondre aux allégations sans savoir les détails. Nous considérons que c'est une violation à son droit d'équité procédurale et puis les conclusions de votre enquête n'auront pas force de droit. Ça peut être frustrant pour le client ou la cliente parce que c'est comme on envoie des lettres et puis personne nous écoute, mais à la fin du compte, ça peut faire en sorte que même si des allégations auraient été fondées parce qu'on a violé les obligations d'équité procédurale, les résultats n'ont pas force de droit. Alors, en anglais, comme on dit, paper it, paper all of the breaches. Et est-ce qu'il y a un délai pour remplir pour envoyer cette lettre-là? Si ça fait plus qu'un an, est-ce qu'il est trop tard pour dire l'enquête était faite en mauvaise et due forme, si on veut? Vous voulez le faire aussitôt que possible. Si vous avez une enquête qui dure plus qu'un an, là, on a des problèmes parce que il y a sous certains régimes, je crois que c'est le régime fédéral, je ne suis pas certaine si c'est la loi sur le secteur fédéral public ou le Code canadien du travail, mais sous un des régimes, il y a un délai pour compléter une enquête. Et puis, je crois que le délai est d'un an. Donc, si l'employeur n'a pas complété son enquête, et moi, je dirais dans n'importe quel régime,
en dedans d'un an, ça c'est beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et puis, ça en soi, j'argumenterais que c'est une violation de l'équité procédurale de ne pas mener une enquête de manière efficace. Mais je veux dire, une fois que si l'enquête est faite dans les 6 mois, ensuite, on a combien de temps pour signifier que la conclusion de l'enquête n'est pas conforme? Il manque, par exemple, les témoins n'ont pas été rencontrés ou il manque des faits ou... Mhm. OK, donc le délai pour une révision judiciaire, vous voulez dire. Ouais. OK. Ça dépend selon les régimes. Au fédéral, c'est dans la loi sur les cours fédérales et puis je crois que c'est 30 jours. Donc, ça dépend du régime. Il faut vérifier la législation pour chaque régime pour s'assurer de ne pas manquer le délai parce que c'est quand même un délai qui est assez vite. OK. Et s'il y a eu, par exemple, un grief mentionnant le manquement de certains faits, est-ce que ça peut être considéré comme une lettre, je me souviens plus du nom, une lettre de révision, je crois que vous disiez, pour aller en cours ensuite? Est-ce que ça peut faire partie faire du poids pour ce type de... Donc, oui, parce que le manquement, ça serait votre base pour votre révision judiciaire. Là, il faut faire attention parce que si vous mentionnez grief, ça veut dire qu'on travaille dans le cadre du droit du travail. Ça faut regarder dans la convention collective, voir quelle est la procédure à suivre avant de tenter une révision judiciaire. Mais oui, tous les, disons, comme les lettres que j'avais mentionnées, où ce qu'on envoie, on met la personne, on met l'employeur, on leur signifie qu'il y a eu un manquement dans le processus d'enquête. Ça va constituer la base pour votre fondement de révision judiciaire qui est au fédéral, on recherche à savoir si la conclusion était raisonnable. Donc, c'est sous la norme de contrôle raisonnable. Merci. OK. On continue. Situation. OK. Situation de fait numéro 2. Le retour au bureau à temps plein est exigé alors que l'employé travaillait par mode hybride pendant la pandémie. Deux questions. 1, est-ce un congédiement déguisé? 2, est-ce des représailles si la personne refuse de retourner au bureau parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner? Alors, on peut commencer avec la première question. Est-ce que le fait de faire retourner nos employés au travail, au bureau, est un congédiement déguisé si la personne avait le droit de travailler par mode hybride ou devait travailler par mode hybride lors de la pandémie? Oui, maître Dubé. Je dirais non si tout le monde est obligé de retourner au bureau, mais par contre, si des personnes spécifiques sont demandées de retourner au travail, je crois que ça pourrait peut-être paraître comme un congédiement déguisé parce que c'est un prejudice à certaines personnes, si on veut. Mm-hmm. Oui. Ça dépend peut-être aussi qu'est-ce qui a été discuté avant la pandémie ou avant que la personne commence à travailler à la maison. Peut-être les préparer pour dire, OK, ben, quand la pandémie va être terminée, ben, préparez-vous à revenir. C'est pas une lumière verte là, pour travailler de la maison toujours. Oui, et vous avez tout à fait raison. La jurisprudence nous apprend que les employeurs ont le droit de rappeler leurs employés au travail, au bureau physique. Faut faire attention qu'un refus de retourner au bureau n'est pas une exemption légitime. Donc, si la personne a une exemption légitime, a des besoins d'adaptation pour des raisons de santé et puis des choses de même, là, c'est une différente question, mais les employeurs ont le droit de rappeler leurs travailleurs à travailler au bureau sous réserve des bons points que les deux vous avez mentionnés. Si la personne refuse de se faire vacciner, est-ce que c'est des représailles de l'exiger?
de retourner. Donc, la personne dit, l'employeur dit, nous avons une politique qui indique que nos employés doivent être vaccinés. Vous devez nous faire preuve de votre statut vaccinal. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas retourner au bureau. Comment est-ce qu'on s'y prend? Moi, j'aimerais voir une copie de la politique commencer, puis aller de là. Ça dépend si c'est une entité gouvernementale ou si souvent ils ont peut-être un peu plus de pouvoir, contrairement à peut-être une petite pratique privée. Oui. Ça dépend. Oui. Ou le contexte de l'obligation de démontrer son statut vaccinal. Est-ce que c'était en pleine force de la pandémie où les gouvernements nous disaient, écoutez, c'est comme un lockdown, on ne peut pas sortir. Est-ce que c'est juste maintenant ou est-ce qu'il n'y a aucune directive émise du gouvernement qui nous exige d'être vaccinés dans le contexte de certains travails? Là, il n'y a jamais eu une réponse à cette question, mais la situation qui s'est posée assez souvent au fur de la pandémie où tous les avocats de l'emploi et du travail étaient débordés parce qu'on avait tellement de pages, c'est une personne qui refuse de se faire vacciner, qui n'a pas d'exemption et le gouvernement a émis une directive qui dit, écoutez, il faut se faire vacciner pour faire travail X. Si la personne refuse de se faire vacciner, mais l'employeur rend clair, écoutez, votre refus de démontrer votre statut vaccinal fait en sorte que vous ne pouvez pas résumer votre travail, mais que l'employeur n'a pas licencié la personne, là c'est correct. Alors, dans une situation où, dans un des dossiers, dans un de mes dossiers, la personne ne voulait pas se faire vacciner, n'avait pas d'exemption de droit de la personne ou rien de même, mais elle était sur un congé, elle était suspendue avec solde ou sans solde. Alors, ici, dans cette situation, l'arbitre avait indiqué, Madame, vous n'étiez pas licenciée, vous étiez mis en congé avec solde, ça veut dire que votre emploi était toujours protégé. Dans le temps, le gouvernement exigeait un statut vaccinal. C'était une obligation que l'employeur devait mettre en œuvre parce que ça avait force de droit. Alors, l'arbitre a dit, ce n'est pas un congédiement déguisé parce que vous n'avez jamais, il n'y a pas eu de congédiement. Vous étiez en suspension, c'est différent. Et puis, ça, je vais trouver la citation et puis je pourrais circuler à Maître Bouchard la décision. Pardon, ce n'était pas mon dossier. Je me suis fiée sur cette décision qui est non rapportée. Alors, je vais la circuler aux participants si c'est utile parce que encore c'est non rapporté et puis c'est une très bonne décision. Alors, dernière situation de fait. OK. Une plainte d'harcèlement est déposée contre votre client. Le client avise qu'il ne connaît même pas le plaignant. L'employeur continue quand même son enquête pour déterminer le bien fondé de la plainte. Est-ce un congédiement déguisé? Quoi faire avec l'employé visé lors de l'enquête? On a déjà touché un peu sur le numéro 2, alors concentrons-nous sur est-ce que c'est un congédiement déguisé si l'employeur poursuit l'enquête et que la partie intimée ne connaît même pas la partie plaignante. Ben, l'employeur a quand même un devoir de faire une enquête. Je veux dire, tu peux pas laisser passer une plainte de harcèlement. Est-ce que c'est un congédiement déguisé? Ben, ça dépend de ce qu'il dit à l'employé. Est-ce que tu t'en vas chez vous pour une couple de semaines, tu vas être payé, puis on va voir qu'est-ce qui se passe? Ou
Ça dépend encore. Tout à fait. Alors, on a encore une obligation de porter enquête. Bien sûr, l'enquête faut être proportionnelle. Donc, on ne peut pas aller faire une enquête for the ages, si que c'est clair que l'enquête est frivole. Mais oui, vous avez raison, Félix, que l'employeur appartient à l'obligation de toujours porter enquête. Cette obligation est codifiée dans certaines circonstances. Exemple, le code des droits de la personne, si la plainte est entachée par un motif prohibé, le devoir de porter enquête est codifié, et puis aussi dans d'autres circonstances aussi. Alors, il nous reste 8 minutes. Si quand on a des questions, je demeure à votre disponibilité et puis je serais ravie de peut-être discuter d'autres situations de fait qui vous arrivent à l'esprit et puis ou si vous avez juste des questions. Ben, moi, j'ai pas de questions. Merci de ta présentation. Ça faisait un bon 6 ans que je t'avais pas vu. Fait que moi, je pratique pas dans le domaine du droit de l'emploi, mais j'étais juste curieux qu'est-ce que tu avais à nous offrir. C'est avec plaisir et puis c'est toujours beau de revoir les gens du PCLF. Mais je vous remercie tous pour votre temps et puis j'espère que c'était une séance qui était utile. Je vais circuler la jurisprudence non rapportée que j'ai mentionnée au sujet du statut vaccinal. Et puis, je crois aussi que la présentation sera circulée également. Alors, je vous remercie et puis je vous passe à tous une belle fin de journée. Merci beaucoup, Denise. En effet, on peut circuler la présentation, puis tu peux m'envoyer la décision. Puis, je vais circuler ça aussi. J'aimerais te remercier. Merci beaucoup, Denise, de nous avoir livré cette formation qui était super informative, puis en français en plus. C'est rare qu'on voit ça, fait que merci beaucoup. Je suis certaine que l'information a été super utile puis intéressante pour tout le monde. J'aimerais également remercier tout le monde d'avoir assisté à la formation cet après-midi. La GFO va vous envoyer un courriel avec toute l'information que Denise veut vous partager, puis le lien à l'enregistrement, puis aussi un lien à un sondage de rétroaction. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre un petit 2 minutes pour remplir le sondage, ça nous appuie énormément dans la livraison des formations futures de la GFO. La prochaine formation professionnelle de la GFO va avoir lieu le 30 novembre de midi à 13h30, puis portera sur le domaine du droit pénal, puis le régime de comportement sexuel antérieur de la plaignante dans des cas d'agression sexuelle. Fait que ça va être super intéressant. On va avoir un avocat de la défense, procureur de la couronne, puis aussi une avocate qui représente les plaignantes. Fait que ça va être vraiment une discussion super intéressante. Alors, restez à l'affût de vos courriels afin de savoir quand les inscriptions vont ouvrir. Puis, au plaisir de vous revoir à un événement futur. Je vous souhaite une excellente journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup.